Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom qui se tient en marge des travaux du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED 2025, ici à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au sommaire de cette édition, industrialisation, rôle et impact des femmes. Je vous invite à suivre cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques n'est pas un simple événement, bien plus qu'un simple rendez-vous annuel. C'est une plateforme d'inspiration, de réseautage et d'opportunités concrètes pour les femmes. Vous savez, les premières femmes dans le monde aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à la machette, à la terre. Ce sont des femmes à ne pas oublier. Ce sont des femmes à prendre à cœur. C'était les interventions de la marraine et de la présidente fondatrice du FIED 2025. Nous avons comme invitée sur ce plateau Madame Leila Ben Braek, fondatrice de la société SLPI. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Madame Christine Anguy, présidente fondatrice de CEFLEABA. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous avons également Madame Pauline Effa, cofondatrice du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous entamons cette première partie de notre émission justement sur le rôle et l'impact des femmes dans l'industrialisation. Madame Leila, le rôle et impact des femmes sur l'industrialisation et la promotion des produits locaux est également le thème de cette édition 2025 du FIED. Quelle particularité revêt pour vous ce thème du FIED 2025? Le thème, c'est très important, car lorsqu'on parle sur la transformation, on parle sur la valorisation, on parle sur l'industrialisation ou l'agroalimentaire, c'est les coopératives. Et les coopératives, toujours, se composent de deux éléments, de deux principaux éléments, femmes et hommes. Moi, je crois beaucoup à l'homme grand H. Mais il faut travailler. Il faut aimer le travail. Car le travail, c'est le premier marche pour monter l'escalier pas à pas pour les coopératives. Les coopératives, elles ont beaucoup d'impact sur la transformation, sur l'industrie et sur comment ça s'appelle Effectivement, nous allons revenir à vous. Madame Pauline, justement, que revêt pour vous ce thème du FIED 2025? Ce thème revêt pour moi la notion de changement d'échelle. Là, on a vraiment l'impression que les femmes veulent aller de l'avant. Et comme disait Leila tout à l'heure, je crois que la structuration des coopératives est l'élément clé pour permettre ce changement d'échelle. Parce que se mettre en coopérative, c'est s'engager dans des entreprises collectives. Et ce sont ces entreprises collectives qui font que les femmes peuvent prétendre aller au-delà de ce qu'elles font maintenant, c'est-à-dire se débrouiller. Et travailler ensemble pour l'intérêt de chacune dans une entreprise collective, ça permet d'aller très vite vers l'industrialisation. Je voudrais rappeler ce que je disais dans le panel tout à l'heure. Quand on voit certains pays comme la France ou la Corée du Sud, 48% de produits agroalimentaires qu'on consomme dans les supermarchés viennent des coopératives. En Corée du Sud, c'est 73%. Alors, ces pays-là n'ont peut-être pas la ressource humaine que nous avons. Et grâce à la structuration des coopératives et en passant par une industrialisation à leur portée, on peut permettre à ces femmes-là, collectivement, de permettre un changement d'échelle qui va fatalement impacter leurs conditions de vie. Madame Christine Anguy, comment percevez-vous justement ce thème du FIED 2025? Je crois que ce thème 2025 est pour moi un éveil de conscience
et un thème de comment dirais-je là? De valorisation de la femme. Pas de valorisation, mais d'interpellation aux femmes. J'entends souvent des femmes dire: «Je n'ai pas de travail» ou bien: «Il n'y a pas de travail en Afrique, je veux partir en Europe, je veux faire ceci». Pourtant l'Afrique est remplie de travail, beaucoup de potentiel que les femmes peuvent se saisir et de travailler. En agriculture, par exemple, aujourd'hui, les femmes peuvent s'accaparer de ça et travailler, se mettre en groupement, pour ne pas dire en coopérative, en groupement. C'est ensemble qu'on ira loin. Alors, si nous nous mettons ensemble et qu'on sème l'union, l'entente, je crois que nous irons très, très, très loin. Madame Leïla, pour revenir à vous, quel rôle pourraient jouer les femmes dans les chaînes de valeur industrielles en Afrique? Comme industrielle et comme, une fabricante de machines, je vois, l'impact est très grand pour les femmes et pour la transformation, vu que, on adapte nos machines et nos équipements, suivant les demandes et suivant des coopératives et suivant les besoins des coopératives. Donc il y a le résultat, c'est, positivement et surtout lorsque les femmes, soient la main dans la main, travaillent ensemble, par exemple les femmes industrielles et les femmes, dans le domaine de l'agriculture, lorsqu'il il y a une synchronisation, entre elles, il y a un grand impact sur l'économie et des pays et c'est l'économie, de l'Afrique. Madame, Pauline, justement, quel impact, pourraient avoir, les femmes dans la chaîne industrielle? Mais attendez, ce sont quand même des femmes qui nourrissent, nos villes en Afrique et je pense que leur impact et elles nourrissent les villes sans avoir accédé à l'industrialisation. Le fait qu'elles accèdent à l'industrialisation, permet de les sortir de ce contexte de la débrouille dans lequel elles sont plongées maintenant et l'impact serait aussi que, heu elles vont produire davantage puisqu'elles seront dans une logique de chaîne de valeur. Elles vont, celles qui produisent n'auront pour seul, heu souci que de produire. D'autres vont vendre, d'autres vont transformer et ainsi de suite et je pense que ceci permet un plus grand impact par rapport à ce qu'elles faisaient déjà avant, de façon purement artisanale et l'impact est aussi dans le paysage économique en général parce qu'elles gagnent en puissance. Le fait de s'engager dans l'industrialisation de leurs produits les positionne, une échelle au-dessus et ceci impacte non seulement sur les territoires, sur leur vie parce que, l'économie qu'on défend ici, l'économie coopérative, l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une économie humaine et le premier impact est humain parce qu'elles sont vraiment engagées dans une, dynamique qui leur permet d'impacter l'économie des pays en général. Christine Anguy, justement, quelle est votre perception? Oui, je crois que l'impact est positif pour les femmes maintenant parce que avec les femmes, nous voyons que ce que on faisait auparavant, il y a eu du changement, il y a eu de l'avancement dans ce que, les femmes font dans les travaux champêtres. Aujourd'hui, l'impact est que les femmes se lèvent. Il faut qu'elles se lèvent et qu'elles se souviennent qu'il n'y a pas que, l'homme
qui puisse prendre des charges dans la maison, des charges des enfants, mais avec elle, elle peut faire, si et seulement on l'aide encore à aller de l'avant et à avancer dans ce qu'elle fait, financièrement aussi. Et pour vous, quels sont les principaux obstacles qui freinent l'accès des femmes aux métiers industriels? Ce qui les freine est que la femme n'est pas trop écoutée. La femme n'est pas trop écoutée et puis bon, heu, on ne fait pas trop confiance à la femme. On croit que la femme n'a pas la capacité de faire ce que l'homme peut faire. Je ne suis pas en train de dire que la femme prendra la place de l'homme, mais la femme en elle-même, elle a des valeurs. Elle a des valeurs de créer et de faire énormément de choses pour que l'économie avance, pour que, les autres personnes soient désormais autonomes. Voilà. Pauline et Fa, quels sont les obstacles que vous relevez ici? Les obstacles que je relève sont d'abord d'ordre structurel. Je veux dire, une coopérative seule ne peut pas tout faire. C'est pour ça que j'insiste encore sur, la notion de chaîne de valeur. Il y a des coopératives, on l'a vu tout à l'heure, il y a des coopératives qui travaillent, mais une coopérative seule n'arrive pas à grand-chose s'il n'y a pas une autre qui prend le relais pour arriver jusqu'à la fin de la chaîne. Et je crois que le principal défi, qu'on peut relever est celui-là. C'est vraiment le défi de la structuration et de l'accompagnement parce que la coopérative aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est une entreprise à part entière. Or, tel que les femmes travaillent actuellement, elles n'ont pas la conscience de l'entreprise. Elles n'ont pas la conscience de l'entrepreneuriat. Donc il faut leur donner cette conscience-là par un accompagnement permanent et c'est là qu'interviennent aussi les jeunes parce que, ce sont les jeunes qui peuvent s'engager à l'accompagnement de ces mamans-là pour qu'elles puissent aller au-delà de ce qu'elles font actuellement. Leïla Benbrayek, on rappelle que vous êtes fondatrice de la société SLPI qui fait dans la conception, la fabrication, le montage et services après-vente de machines. Et on rappelle aussi que vous êtes la seule femme qui exerce dans ce domaine dans votre pays. Justement, comment l'industrialisation peut-elle contribuer à l'autonomisation économique des femmes en Afrique? L'autonomisation de la femme, en Afrique, c'est, tout d'abord, il faut que la femme fait confiance en elle-même et il faut qu'elle soit, forte. Par exemple, je prends mon cas. Mon cas, je suis dans l'industrie des machines et des équipements, des unités de production. Au début, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles vu que c'est un domaine pour des hommes. Donc, ça me fait beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour que, je peux avancer. Mais, avec la confiance en soi, avec la persévérance et avec donc j'ai réussi d'avancer, peu à peu et franchement, maintenant, actuellement, on a grâce à nos machines, grâce à nos équipements, grâce à l'étude qu'on fait pour des projets, car nous, on fait la conception, la fabrication et le montage et le service après-vente de ces machines. Et ces machines, elles sont adaptables et suivant les besoins et les besoins et les demandes des femmes. Donc c'est obligatoirement, il y a un impact positif et il y a des résultats sur l'économie et il y a bien sûr, on avance pour participer à une économie fort et pour participer, d'être une force ou bien d'être un élément qui fait entre la lumière sur l'économie de nos pays et de notre Afrique.
Madame Pauline Effa, les politiques, hein, d'industrialisation africaine aujourd'hui intègrent-elles, suffisamment, la question du genre, selon vous? Je pense pas. Je crois que la réponse, elle coule de source, heu, que ce soit dans la conception des machines ou dans leur utilisation. Je je pense qu'on est encore très axé vers le genre, masculin et que le fait que les femmes s'y intéressent de plus en plus, doit vraiment nous amener à comprendre qu'on est dans une Afrique qui bouge. On est dans une Afrique qui bouge parce que Heu, c'est dans l'air du temps et les choses sont en train de changer. On est quand même à la croisée des chemins d'un, d'un monde qui est en train de bouger dans tous les sens et les femmes avec et leur mentalité, d'aller de l'avant. Je crois que notre sœur le disait tout à l'heure, heu les femmes recherchent plus d'écoute. En fait, les femmes savent se faire entendre maintenant et les femmes savent faire valoir ce qu'elles font de leurs bras, ce à quoi elles aspirent. C'est très important. Dans tous les cas, il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut compter d'avec la femme pour l'industrialisation de l'Afrique. Christine Anguy, est-ce que pour vous, la dimension genre est suffisamment intégrée justement dans les politiques d'industrialisation en Afrique? Non, parce que, les machines qui arrivent, les matériels qui arrivent, aujourd'hui en Afrique, heu, peu de femmes utilisent, le matériel dans les champs. Nos parents heu, sont toujours encore en retard. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ailleurs, les femmes aujourd'hui ne se fatiguent pas à élaborer la terre. Elles ont des matériels, hein, pour les aider à travailler paisiblement afin d'avancer dans ce qu'elles font. Et les femmes savent ce qu'elles veulent aujourd'hui. Les femmes savent ce qu'elles veulent aujourd'hui. Auparavant, on disait qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne veulent pas avancer, elles ne veulent pas travailler. Maintenant, c'est un autre jour. Les femmes, elles sont debout. Et je crois que si et seulement on fait confiance à la femme, on l'écoute et qu'on l'accompagne, tout ira bien. Je reviens à vous, Pauline Effa. Quelle, stratégie pourrait encourager justement davantage de femmes à s'investir, dans le secteur industriel? Je pense que cette stratégie de réseautage est essentielle. Pourquoi? Parce que, tout le monde y gagne finalement, de la productrice qui a besoin de son petit, motoculteur, à la transformatrice qui a besoin des machines pour, donner une valeur ajoutée au produit. Je crois que c'est vraiment l'approche à adopter pour pouvoir aller au-delà de ce qui est maintenant. Il faut penser chaîne de valeur, c'est-à-dire si on est dans une logique de chaîne de valeur, ça va encourager celles qui produisent à produire davantage et ça va, inscrire celles qui transforment dans une durabilité qui fait qu'elles auront, constamment de la matière à transformer et elles vont, plus aller à l'assaut de vrais marchés. On parle de la ZLECAf, on en a parlé tout à l'heure. Je ne pense pas que quelques industriels peuvent aller à l'assaut de la ZLECAf. Il faut une approche systémique qui intègre les femmes et même les hommes dans des logiques de chaîne pour qu'on produise assez, qu'on ait assez de grains à moudre à la transformation et qu'on ait suffisamment de la matière pour proposer au marché de la ZLECAf qui est en train de poindre, à notre porte.
Leïla Ben Brayek, justement, quelles sont ces politiques-là à mettre en place pour encourager davantage de femmes dans l'industrialisation? Bon, pour encourager les femmes, elles ont beaucoup de problèmes, par exemple, pour le financement. Il y a un grand problème pour acheter les machines. Et alors, il y a un autre problème, vu que parfois il y a comment ça s'appelle, des garanties. Il y a des femmes qui ont des bons projets, ils ont des bonnes idées, mais il n'y a pas de garantie pour prendre des prêts ou bien pour donner ça. Ça, c'est un grand problème pour les femmes. Donc, il faut encourager les femmes, il faut que les banques soient un peu souples pour encourager les femmes de prendre les machines et surtout, il faut maintenant, les femmes, il faut que soient ensemble au moins pour diminuer les difficultés qu'elles ont en train de passer. Voilà, c'est quelque chose de... Christine Anguille, justement, comment favoriser l'accès, des femmes au financement nécessaire pour créer, développer des entreprises industrielles? Je crois que simplement la facilité. Et comme ma sœur le dit, il faut mettre les femmes en réseautage. Elles sont déjà en réseautage, en association. Les sensibilisations ont été faites, la conscientisation a été faite. Donc, aujourd'hui, au 21e siècle, je crois que les femmes, hein, elles sont déterminées. Simplement, leur faciliter la tâche d'avoir les moyens de pouvoir avoir accès à se construire des entreprises. Pourquoi pas? On pense que si on donne énormément d'argent à une femme, elle ne pourra pas gérer, elle ira à la faillite. Non, il suffirait de faire confiance à la femme. Et la femme montrera qu'il y a une heure qui est arrivée de se lever et d'être aussi une directrice d'une industrie ou des industries. C'est en cela que nous, à la FIED, on dit, nous sommes les meilleures femmes entreprenantes et dynamiques. C'est pareil pour tout le monde. Du 0 à 5, du 5 à 30, les femmes de l'Afrique, elles sont déterminées. Elles sont déterminées à montrer au monde entier que nous pouvons. Alors, les usines doivent être créées par nous et dirigées par les femmes. On doit aussi apporter main forte aux hommes, qu'ils nous fassent simplement confiance. Ils verront que nous sommes très déterminés et nous pouvons le faire. Pauline Effa, justement, quel mécanisme nécessaire, pour, favoriser plus de financement envers les femmes dans l'industrialisation? Puisque je parle d'économie sociale et solidaire, je vais parler d'alternatives. Parce que les banques, les banques sont les banques. Il est difficile de déconstruire une banque pour qu'elle puisse descendre au niveau des femmes qui veulent se construire. Par contre, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, il y a ce qu'on appelle des financements alternatifs, qu'on peut même développer au sein des coopératives. Je prends le cas des femmes mareyeuses de Côte d'Ivoire que j'avais eu à rencontrer. Elles sont 6000 femmes. Elles ont besoin d'une chambre froide qui coûte 90 millions. 6000 femmes qui se mettent à mettre 1000 francs par jour, elles atteignent très vite. Et même si elles atteignent ce taux, si elles vont dans une banque classique, on ne leur fera toujours pas confiance. Et pourtant, elles représentent une force. Donc, il faut que les femmes mettent en place beaucoup d'ingéniosité pour arriver à se construire des fonds de garantie, par exemple. Ça permet de ne plus attendre que l'État agisse, parce que là aussi, c'est un parcours du combattant.
Je crois que les premiers mécanismes de financement doivent être endogènes. Ça doit venir des femmes elles-mêmes. On a beaucoup de structures qui vont capter la petite épargne des femmes. Mise bout à bout, ça fait des sommes énormes et des sommes qui devraient prioritairement bénéficier à ces femmes elles-mêmes. Des sommes qui doivent être gérées par elles-mêmes pour peu qu'elles se fassent confiance, qu'elles fassent, qu'elles soient conscientes de leurs forces et qu'elles puissent arriver à mettre en place des outils comme ça. Et vous allez voir, si elles mettent en place des outils comme ça, les banques feront des efforts pour développer des outils pour aller capter cela. Et c'est vraiment l'alternative que je propose pour qu'on puisse arriver à, à juguler ce problème de financement pour s'équiper, pour faire démarrer son entreprise. Il faut on peut arriver, moyennant une bonne structuration, une bonne collaboration, un bon réseautage, on peut arriver à mettre des systèmes de financement inédits et qui peuvent nous amener à compter d'abord sur notre propre force avant que les autres ne viennent. Puis les autres ne viennent que lorsque vous avez déjà fait vos preuves. Bon, quand vous n'avez plus tellement besoin d'eux, c'est là qu'ils viennent et moi je suis très contente d'entendre ma sœur qui martèle depuis tout à l'heure que les femmes sont debout, elles ont envie d'aller de l'avant, qu'elles n'attendent plus. Qu'elles aillent de l'avant et vous verrez, tout le monde viendra, tout le monde va courir vers elles. Il ne faut pas oublier, on a vu l'histoire de la Grameen Bank au Bangladesh, où c'est une banque durable qui a d'abord fait confiance aux femmes. Et ça, le fondateur, il le dit toujours. Ça veut dire que les femmes, entre elles, pour peu qu'elles soient un peu accompagnées, pour peu qu'elles soient heu, éduquées, elles peuvent développer des choses formidables. N'oubliez pas, pour finir, la coopérative a 7 principes et j'aime souvent rappeler le 5e principe coopératif: éducation, formation, information. C'est là la base de la réussite des écosystèmes de femmes. Leïla, pour réagir là-dessus, quels sont ces financements? Comment, permettre aux femmes justement d'avoir plus de financement pour, conduire, une industrie? Moi, je vois, je partage avec ma sœur ce qu'elle dit, mais aussi il faut qu'on aime le travail, il faut qu'on travaille, il ne faut pas lâcher, il faut avancer. Moi j'ai un slogan, toujours je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut travailler dur, il faut commencer petit. Il faut aussi, ne faut jamais lâcher. Il faut tous les efforts, il faut qu'on met nos efforts pour travailler et lorsqu'on travaille, on va avancer et au début, lorsqu'une femme, il n'a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, les banques, ils ne viennent pas ou bien le financement ne vient pas. Mais lorsqu'une femme, elle va réussir et là, elle a mis ses pieds sur terre. Tous les banques, ils vont venir. Et ça, oui, ça, c'est mon cas. Ça, c'est mon cas. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais enlever le drapeau. Au contraire, il faut avancer. Si on va aimer notre travail, toujours, c'est mon cas. Moi, je fabrique des machines et chaque machine que je les fabrique, je leur donne un an de persévérance. Et chaque machine que je fabrique, je vais les certifications et je vais le brevet pour que je montre à tout le monde que je suis capable. Même,
même les banques n'ont pas cru en moi au début. Voilà, moi j'ai avancé. Au début, c'est moi que j'ai couru derrière vous, les banques. Maintenant, c'est vous que venez chez moi. Donc, c'est pour cela, ce sont le travail, la persévérance et la confiance en soi, ce sont les meilleurs outils d'avancer. Et c'est bien sûr, après, on va trouver notre objectif et on va avancer. Merci mesdames, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de notre émission sur l'importance de la valorisation des produits locaux. On se retrouve juste après la pub. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom spécial FIED Ouagadougou. Nous avons une quatrième invitée qui nous a rejoint, Madame Faiza Fendri, chef d'entreprise et consultante holistique. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Pauline Effa, cofondatrice du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, Madame Christine Anguy, présidente fondatrice de Sefleaba, également Madame Leila Ben Brayek, fondatrice de la société SLPI, qui fait dans la conception, la fabrication, le montage et services après-vente de machines. Mesdames, bienvenue sur ce plateau. Nous entamons la deuxième partie de notre émission qui traite de l'importance de la valorisation des produits locaux. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. À Ouagadougou, Simone Zundi incarne cette génération d'entrepreneurs qui ont compris que l'avenir de l'Afrique passe par la valorisation des ressources locales et l'industrialisation des matières premières. Dès 1974, elle lance ses premiers biscuits à base de céréales locales. Depuis, son entreprise a diversifié sa production: farine infantile enrichie, biscuits au soja, poudre de baobab, thé et boissons locales. Chaque produit répond à un double enjeu: nutrition et développement économique. Pour Zundi, la femme est un pilier de l'industrie. Elle doit conjuguer vie professionnelle et charge familiale tout en animant un esprit de solidarité et de travail collectif. Les relations avec les services de production ont permis à ma première unité donc, de créer des biscuits de petits milles et ainsi assurer le développement de démarrage, je dirais, de la petite unité agroalimentaire. Alors, cette petite agroalimentaire, 74, les premiers biscuits, à partir de 78, le produit amélioré, j'ai donné plus de diversification des produits. À partir de 1980, c'était la création de la société, la première société industrielle également, où j'ai fait les biscuits, mais je voulais faire aussi la confiserie. Son action dépasse la simple production. Elle exporte ses produits vers le Togo, le Mali et le Niger, 3 marchés où sa marque s'est installée durablement. Cette présence sous-régionale s'ajoute à ses collaborations avec des organisations humanitaires telles que le PAM, engagées à ses côtés dans la lutte contre la malnutrition chronique. L'innovation guide chacune de ces démarches. Chaque produit naît d'un processus rigoureux, respectant les normes de qualité et visant à améliorer la santé des populations. J'ai créé la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire avec l'appui du SILS à l'époque. Et voilà. Et je crois que cette organisation continue son plein. Nous, non seulement c'était les années 91, mais aujourd'hui, je crois qu'on continue et l'activité s'est développée. Beaucoup d'entreprises agroalimentaires sont créées. Nous avons plus de 250 membres. Le rôle des femmes dans l'industrialisation n'est pas seulement économique. Il est social, culturel et politique. Ces entrepreneurs démontrent que valoriser le local, structurer les initiatives et encourager les jeunes talents crée un cercle vertueux, développement durable, renforcement de la souveraineté alimentaire et meilleure inclusion sociale. C'était le portrait de Simone Zundi, fondatrice de la SODEPAL, société pionnière dans la valorisation des ressources locales agro-silvo-pastorales. Pauline Effa,
Ici, Simone Nzundi, représente justement cette génération d'entrepreneurs là qui valorisent justement la transformation des matières premières, sur le continent. Bah, on devrait avoir plusieurs Simone, de plus en plus de Simone par les temps qui courent. Parce que je crois que le fait des importations fait tellement mal à nos États, à nos pays, sur tous les plans, que ce soit sur le plan, économique, que sur le plan sanitaire. Que là, quand on a, des produits locaux transformés, on a au moins la traçabilité. On sait ce qu'on consomme et on sait que des personnes, comme Simone qui transforment des produits pour nos communautés font attention à ce que ces produits soient sains. Et je pense que le défi aujourd'hui est justement qu'on ait de plus en plus, de femmes, de personnes qui s'engagent dans la transformation des produits locaux pour qu'on ait une offre suffisante pour pouvoir ne consommer que ces produits-là. Et c'est d'ailleurs heu, le souhait de savoir que, de se dire que plusieurs, structures vont s'engager à produire des produits issus de nos territoires, de nos terroirs et qu'on puisse suppléer, aux importations qui font si mal à nos États. Et vous qui travaillez justement avec les coopératives, quels sont ces produits-là promus par les coopératives? Des produits promus par les coopératives sont de tous ordres. Ça va du jus de fruits, local à des biscuits tels qu'on l'a vu, et maintenant on a même des dames qui vont jusqu'à des plats cuisinés, qui font des services traiteurs et qui proposent des plats cuisinés. Le défi ici est vraiment, la disponibilité suffisante de ces produits-là et puis ce qui est revenu aussi dans la discussion de tout à l'heure, il y a la question de la mentalité. La question des mentalités, de de préférer le produit local au produit, manufacturé dont on ne maîtrise ni, le process, ni, la traçabilité et ça fait qu'on est confronté à des problèmes de santé publique parce que, la 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 résurgence des cas de diabète et d'hypertension, vient un peu de cette malbouffe-là aussi. Que si nous consommons plus des produits issus de nos terroirs, je crois que depuis la nuit des temps, nous en maîtrisons la la capacité. Donc il faut on en revient à la question de l'accompagnement pour avoir des produits de qualité et en quantité. Et le challenge justement des coopératives, c'est que le regroupement en coopérative peut amener ces 2 aspects-là. Je dis, équiper une coopérative permet un meilleur contrôle de qualité parce qu'on est dans un cadre où on est plusieurs à faire du processing et donc on peut contrôler la qualité que si chacun faisait son petit, sa petite, popote dans sa maison, quoi. Christine, Anguy, justement, comment percevez-vous justement la valorisation de la transformation des produits, locaux, déjà sur le continent? Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que, il le faut. Il le faut. Depuis, des décennies, nous avons consommé des produits, venus d'ailleurs. Donc, il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, il faut bien que, nous-mêmes, on consomme ce que nous produisons. Voilà, c'est très, très, très important.
si ce que nous produisons, nous n'essayons pas de les utiliser, qui les utiliserait? Mais pourtant, ce qui vient d'ailleurs, on lutte à les utiliser. Vous voyez? Et c'est ce qui fait le retard toujours au sein des femmes en Afrique. Il est temps qu'on mange, il est temps qu'on consomme nous-mêmes nos propres produits afin d'aller de l'avant et d'avoir des femmes, hein, d'avoir des braves femmes comme Simone que nous venons de voir et que nous avons notre sœur, une femme qui crée des machines. C'est formidable. Mais nous avons la chance d'avoir une femme aujourd'hui à nos seins qui crée des machines, qui va partout dans le monde entier. Mais ça va aider nos parents de travailler convenablement au champ, tranquillement, sans souffrir, sans se fatiguer. Donc, il est temps qu'on consomme ce que nous fabriquons. Telles que les machines que notre sœur fabrique, nous devons l'aider à l'utiliser, à donner à tout le monde. Voilà. Faiza Fandri, justement, en quoi le leadership féminin peut-il renforcer justement les chaînes de valeur locales? Le leadership, c'est très important de le valoriser parce que le leadership féminin, pour deux raisons. Premièrement, la femme, c'est celle qui est dans la réalité du fonctionnement de toute la famille et de toute la société à titre d'accompagnement depuis les bas âges, premièrement. Deuxièmement, elle est très attachée sur le plan affectif par rapport à ce qu'elle peut produire pour nourrir donc la famille et la société. Donc, elle donne beaucoup d'importance à l'alimentation et la qualité l'alimentation et la transmission de cette mentalité de transmettre une qualité de nourriture qui puisse donner de l'énergie à toute la famille et que ça soit de qualité. Donc, produire chez soi, à titre individuel ou à titre local, ça donne premièrement une, pot- une occasion de rendre la terre d'Afrique qui est connue par sa richesse, donc de montrer qu'on est capable de fructifier donc ce que nous a donné la nature et la position de la nature, avec, je découvre une force intérieure extrêmement forte dans ce forum. Elle est incontestable, elle vient avec 2025 qui symbolise un changement de paradigme. 2 plus 2 plus 5 ça fait 9 et ça va donner du sang neuf à l'Afrique et au monde entier. Merci pour ces précisions. Leïla Ben Brayek, justement, que vous inspire ce modèle Simone Zundi? Premièrement, merci infiniment pour ce cadeau. Madame Zondi, c'est ma maman. J'ai visité la première fois Burkina Faso, c'est grâce à elle comme l'invité d'honneur à ces journées de GIAL. Et j'ai eu le trophée de la meilleure fabricante africaine des machines de transformation et de valorisation. Madame Zondi, pour moi, c'est une référence. Madame Zondi, pour moi, c'est l'Afrique. Madame Zondi, elle m'a donné une force pour fabriquer local, pour consommer local. C'est cette force qui fabriquer local, consommer local, elle donne la création de la richesse, donne la richesse et l'emploi, donne la persévérance, donne la confiance en soi. Donc, Madame Zondi, c'est une référence, c'est pas que pour Burkina Faso, c'est pour toute l'Afrique. Madame Zondi, c'est une référence, même elle était en Tunisie, c'est comme une reine, vu que c'est que tout ce qu'elle fait. Et j'ai vu comme sa persévérance, je connais son usine, vraiment, Madame Zondi, c'est une richesse et c'est une valorisation. Voilà.
Merci, toujours avec vous. En tant que quelles sont ici les difficultés d'accès aux machines modernes? Étant donné que vous faites dans les machines justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La difficulté que pour moi, c'est la concurrence de la Chine. Nous, on fabrique des machines de qualité. On fabrique des machines suivant la demande de notre richesse, suivant la demande de notre terre, suivant mais c'est normal, c'est plus cher vu que c'est la qualité, vu que c'est la demande. Et et nous, c'est pas on donne des machines et on passe comme ça. Au contraire, nous, prend les machines, on fait l'accompagnement, on fait la formation, on fait le service après-vente et on adapte nos machines suivant la demande, suivant le besoin. Même c'est pas que les besoins de les clients ou bien même le besoin des régions. Parfois, on fabrique des machines spécifiques. Ça dépend les régions. Il y a des régions où il n'y a pas d'électricité. On a adapté nos machines pour le fonctionnement avec le gasoil ou bien avec l'essence. Et maintenant, on travaille beaucoup sur le soleil. C'est une richesse, c'est une grande richesse. Soit par l'impact de ces machines et cette énergie, elle donne la meilleure qualité, elle donne l'envie de travailler, elle donne l'envie de avancer dans l'industrie et aussi donne l'envie de fabriquer local, de consommer local. Voilà. Pauline et Fa, justement, quelles sont ici, comment les pratiques, traditionnelles, féminines, préservent-elles le patrimoine, local? Bah, ça va de soi. Les pratiques, ancestrales, je crois que, je donnais l'exemple de 2 produits, le beurre de le beurre de karité, ici au Burkina ou, dans les pays du Sahel et l'huile d'argan. Si vous voulez ces produits de qualité, il faut s'adresser aux coopératives de femmes qui ont le savoir ancestral pour le processing de ces produits-là. Je pense qu'il en est de même pour tous les autres produits. Si je prends, le cas du couscous, par exemple, vous voulez le meilleur couscous, ce sont des femmes qui savent rouler le couscous dans les sociétés maghrébines qui vont vous fournir le meilleur couscous. Et là, on a un gage de qualité et ceci est important. On a ce gage de qualité qu'il faudra préserver même quand on passe à une industrialisation. C'est pour ça qu'il faut aller par étapes. Il faut partir petit, je crois que quelqu'un nous l'a dit dans le panel tout à l'heure. Il faut aller progressivement pour pouvoir vraiment aller à l'assaut des grands marchés. Donc le premier challenge, c'est d'abord la consommation au niveau même de nos pays. D'où l'idée de consommer ce que nous produisons, parce que cette production, elle est la garante de la qualité et de la santé. Donc, je crois qu'il faut absolument ne pas aller trop vite pour faire fi de la qualité, mais aller progressivement pour maintenir cette qualité et grandir et proposer, des produits qui sont demandés dans le monde entier actuellement. Parce que les problèmes de santé, dus à des coups de fourchette, c'est quand même, quelque chose, qu'il faut revoir, dans toutes les communautés du monde aujourd'hui. Donc je pense que la question est là. Oh oui, allez-y. Je reviens à ma sœur. Maintenant, elle a parlé pour le couscous. Actuellement, je suis en train de fabriquer une usine pour l'attiqué. Voilà, pour l'attiqué, j'ai OK. adapté, oui, j'ai adapté le process de couscous chez nous, on fait ici, c'est pour l'attiqué.
Et ça, c'est la première chaîne de production pour moi. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices et par la grâce de Dieu, ça sera une très belle usine. Voilà. Oui, Christine, Pour ajouter, je voudrais dire Magui? qu'en Afrique, il y a des potentielles valeurs féminines. Alors aujourd'hui, nous voyons plein de femmes. Par exemple, au Burkina, c'est le beurre de karité qu'il faut valoriser, qu'il faut valoriser. Alors je vous dirais qu'en Côte d'Ivoire, dans une région, dans la région de la Niébi, par exemple, ils ont un fruit qu'on appelle le safou. À travers ce fruit-là, ils sortent du beurre de karité qui soigne et qui s'adapte à l'Africain ou à l'Africaine elle-même. Et c'est une femme qui fait ça. Elle sort de l'huile, elle sort du beurre de karité à travers. Et moi-même qui suis en train de vous parler, on a remarqué que toutes nos terres, nos forêts sont très pauvres. Aujourd'hui, la maman se lève, elle va au champ, elle va se fatiguer, elle va planter, elle va s'aimer, mais à la fin, les plants sautent, mais il n'y a pas de récolte convenablement. Alors aujourd'hui, on a mis sur pied, et c'est une femme qui a mis sur pied un produit bio phyto, qui n'est même pas chimique, mais qui redonne la force aux forêts, aux terres, afin de faire de très bonnes récoltes. Donc c'est pour dire qu'il y a des valeurs féminines en Afrique qu'il faut aider. L'intelligence, il y en a. Les enseignements, on en a faire. Les formations, on en a faire. On a des capacités. On peut le faire. Et c'est ce qui va ajouter l'économie et valoriser encore d'autres femmes. C'est important. Donc l'économie, c'est chez les femmes. Il faut aider les femmes. Faiza Fendri, justement, comment pour vous, les pratiques traditionnelles féminines peuvent-elles préserver le patrimoine local? Puisque ça a été transmis de mère en fille, donc c'est transgénérationnel et c'est ancré et c'est imprimé dans nos corps et dans nos habitudes. C'est un mécanisme qui se transmet et donc l'Africaine ou la Maghrébine, même si elle va à l'étranger, au départ, elle aime bien consommer comme à l'étranger, mais au fait, elle revient à ce qu'elle a été, par quoi elle a été nourrie dès la base, dès la base de sa petite enfance. Donc, quelles que soient les conditions, on revient aux racines, on revient à nos habitudes ancestrales. Et maintenant, de toute façon, quelles que soient les conditions, on revient vers ça. On revient vers la nature, vers le biologique, on revient vers les racines et c'est une autre manière de s'épanouir aujourd'hui. Donc, c'est un paradigme, c'est un changement. On était dans l'industrie qui est devenue à la limite non contrôlée, comme vous avez dit. C'est devenu maintenant, ça a échappé, ça échappe. Maintenant, on revient, il y a une perte de confiance et on revient vers ce qui est ancestral et qui a toujours été donc fait preuve par le côté biologique des choses et naturel et moins coûteux avec, pour préserver, notre propre équilibre, donc de fonctionnement et l'Afrique, elle a besoin de ces êtres humains pour devenir opérationnels sur leur terrain. Je me permets de comparer par rapport à la Chine. La Chine, le truc de leur réussite, c'est la préservation de leur patrimoine ancestral et la valeur du travail et peu importe si c'est une femme ou c'est un homme, tous ils travaillent pour produire et pour transmettre cet état d'esprit de transmission et maintenant, quelles que soient les conditions, maintenant il est temps pour que l'Afrique se libère de cette, quelque part une colonisation d'état d'esprit et maintenant il revient à leur nature et à leur, puissance intérieure. Je reviens à la puissance intérieure qui est en nous.
Christine Anguille, justement, quelles sont ces initiatives-là qui pourraient améliorer la visibilité, la qualité des produits locaux? C'est la publicité de ces produits que les femmes font en Afrique. Je crois qu'il faut s'appuyer sur la publicité. Voilà, plus de publicité, plus de... Il faut montrer ce que les femmes savent faire. Moi, je crois bien, parce que en Afrique, si on veut bien fouiller, il y a plein de femmes talentueuses, il y a plein de femmes qui ont plein de capacités, qui font déjà de belles réalisations et que leur produit n'est pas connu. Par manque de moyens de faire la publicité, de faire parler d'elle, de faire parler de son produit. Et quand c'est comme ça, elle est étouffée. Et on dit non, les femmes africaines ne travaillent pas, elles ne veulent rien faire, elles ne veulent pas avancer, elles veulent rester que dans le foyer. Non. Aujourd'hui, les femmes sont debout comme un seul homme. Elles veulent vraiment prendre le bâton de pèlerin de travail, très bien faire, montrer au monde entier que nous aussi, on peut. On peut devenir des chefs d'usine. Je dis bien usine. On peut. Je prends toujours ma sœur en exemple parce que je suis vraiment épatée pour ce qu'elle fait. Vous voyez. Donc, c'est la promotion de ce que nous, les femmes, font en Afrique. La publicité, il faut aider les femmes à faire la publicité, faire connaître leurs produits, les faire connaître. Je crois bien. Merci, mesdames. Nous sommes à la fin de cette émission. Leïla Ben Brayek, fondatrice de la société SLPI, merci d'avoir été parmi nous. Merci. Pauline Effa, cofondatrice du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Christine Anguille, présidente fondatrice de Cefleaba, merci d'avoir été parmi nous. À vous le merci. Faiza Fendri, chef d'entreprise et consultante holistique, merci d'avoir été parmi nous. Heureuse d'être parmi vous. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.